Ils ont manqué mon anniversaire pour la 3e année consécutive. Une semaine plus tard, mon père m'a envoyé une facture en PDF pour la fête d'anniversaire de mon frère sur un yacht, $2200. On partage les frais équitablement ici. J'ai envoyé $1 avec un mot, je ne suis pas à bord. Ensuite, j'ai révoqué l'accès à tous les comptes de streaming et aux cartes de crédit. Ils ont commencé à paniquer et ont signalé une fraude. La banque m'a appelé. J'ai ri et j'ai dit, ils ont oublié mon anniversaire, mais ils se sont souvenus de se connecter à Netflix ce soir-là. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste de l'inattention. C'était quelque chose de plus froid. C'était mon 28e anniversaire. Je ne m'attendais pas à un gâteau et des bougies, juste un appel, peut-être un dîner, quelque chose. Au lieu de cela, j'ai eu le silence. Pas un seul SMS de mes parents. Rien de ma sœur. Pas même un emoji pouce levé paresseux dans une discussion de groupe. Je n'avais rien prévu de grand, juste une petite réunion dans mon jardin. Mon cousin, Tyler, a apporté des côtes levées. Quelques amis sont venus avec des boissons. Nous avons joué aux cartes, écouté de la musique. C'était en fait agréable, sauf que je continuais à regarder mon téléphone comme un idiot, en attendant. Ma mère m'envoyait toujours un SMS, même si c'était avec des heures de retard. Mais pas cette fois. Tyler a demandé, où est ta famille? J'ai dit, il devait avoir d'autres projets. Il m'a lancé un regard. Je l'ai ignoré. Plus tard dans la nuit, en parcourant Instagram, j'ai découvert quels étaient leurs autres projets. Ma mère, ma sœur et ma tante étaient toutes taguées dans un vignoble au nord, dégustation de vin, séjour au spa. Des selfies avec des légendes comme du temps de qualité avec mes filles, postées cet après-midi-là, le jour de mon anniversaire. Ensemble. Aucune mention de moi. J'ai regardé cette photo plus longtemps que je ne veux l'admettre, non pas parce que j'étais choqué, ce n'était pas sorti de nulle part, juste la première fois que c'était flagrant. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, j'étais là. Ma sœur avait besoin d'aide pour son assurance automobile. Je l'ai couverte. Maman a dit que les heures de papa avaient été réduites. J'ai payé leurs factures de téléphone. Ils étaient tous sur mes abonnements de streaming, Prime, Netflix, Hulu, tout ce que vous voulez. Je les avais même laissés utiliser une carte de crédit à mon nom pour les urgences. Il s'avère que l'urgence était de se soucier de moi. Cette nuit-là, j'ai décidé que j'en avais assez. Pas de discours, pas de culpabilisation, juste de l'action. D'abord, je suis allé sur chaque compte de streaming, j'ai déconnecté tous les appareils, j'ai changé les mots de passe. Chacun d'entre eux, Netflix, HBO Max, Disney+, Spotify, Amazon Prime, disparu. J'ai vérifié l'historique de connexion pour chacun. Oui, tous étaient encore utilisés la nuit de mon anniversaire. Pendant que j'étais dans mon jardin à boire de la bière avec Tyler et à faire semblant de ne pas remarquer que mon téléphone était silencieux, il regardait des films à mes frais. Ensuite, j'ai vérifié la carte de crédit. Ma sœur l'avait utilisée pour Postmates 2 fois. Mes parents l'utilisaient pour payer les courses. Ce n'était pas l'accord. J'ai bloqué la carte, puis j'ai appelé le fournisseur et je l'ai clôturé. J'ai payé le solde restant de ma poche. Cher? Bien sûr. Ça en valait la peine? Absolument. Le lendemain, les SMS sont arrivés. Ma sœur, Netflix est en panne? Ma mère, la carte de ton père ne fonctionne pas, peux-tu vérifier? Je n'ai pas répondu. Le suivant était un peu plus paniqué. Maman encore, nous sommes au magasin et la carte est constamment refusée. Que se passe-t-il? Puis un appel de la banque, alerte à la fraude. Ils ont dit que quelqu'un avait signalé une activité non autorisée et m'ont demandé si j'avais bloqué le compte. J'ai dit, oui, je l'ai fait. Et non, ce n'est pas une fraude. Je ne permets plus aux gens qui ne savent que prendre. Silence à l'autre bout du fil. Le représentant de la banque ne savait pas quoi dire. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en contrôle. Pas en colère, juste terminé. Ils ne m'ont jamais considéré comme un membre de la famille, pas vraiment. J'étais un distributeur automatique de billets ambulants. Ils n'avaient pas à me remercier, mais je n'en avais pas fini. Ce n'était que la première étape. Je voulais qu'ils ressentent le lent délitement, l'inconfort de ne plus avoir la bouée de sauvetage qu'ils tenaient pour acquise. Ils n'apprendraient rien si tout se terminait d'un seul coup. Non, cela allait être progressif et douloureux.
La vraie panique n'a commencé que lorsque leurs téléphones ont cessé de fonctionner. C'est à ce moment-là que la situation a cessé d'être gênante et est devenue impensable pour eux. Parce que l'argent, ils pouvaient l'ignorer, un anniversaire manqué, ils pouvaient le justifier, mais leur retirer leur connexion au monde, cela a rapidement attiré leur attention. J'avais commencé par les comptes et les cartes de crédit. Ils ont remarqué, bien sûr, mais ils pensaient encore que c'était temporaire. Ils supposaient que je me calmerais, que je me sentirais coupable et que je rendrais tout, comme je le faisais toujours. C'est ce que je faisais avant, maintenir la paix, payer les factures, les laisser prétendre que nous étions une famille normale. Alors, quand leurs téléphones sont morts, et je veux dire morts, la crise a commencé. J'étais toujours le titulaire principal du compte. Ce forfait familial avec 5 lignes, tout à mon nom? Disparu. Je me suis connecté, je l'ai réduit à mon seul numéro et j'ai annulé le reste. Fait en 15 minutes. Moins cher pour moi, dévastateur pour eux. Ma sœur m'a envoyé un message via Facebook, en utilisant le Wi-Fi de quelque part. Elle n'a pas dit bonjour, elle s'est juste lancée, « Tu as vraiment coupé nos téléphones? Tu es devenu fou. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste lu le message et j'ai fermé l'application. Ma mère a envoyé un courriel frénétique ce soir-là. Un vrai courriel, comme en 2005. Intitulé « Urge. Appelle-moi. » Dedans, elle disait qu'ils n'avaient aucun moyen de joindre qui que ce soit, qu'ils ne pouvaient se connecter à rien, qu'ils étaient bloqués hors de services importants et, le pire de tout, qu'ils se sentaient abandonnés. Abandonnés. Les mêmes personnes qui ont sauté mon anniversaire en sirotant du vin et en riant dans des peignoirs blancs assortis voulaient maintenant que je me sente mal de ne pas payer leurs factures. Ce mot m'est resté. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais annulé des projets pour conduire ma mère à ses rendez-vous, où j'avais avancé de l'argent quand mon père était en retard sur son assurance, où j'avais laissé ma sœur dormir sur mon canapé après chaque rupture, sans poser de questions. J'ai donné, et donné, et donné, et ils ont traité cela comme un bruit de fond. Puis ils ont eu le culot de se dire abandonnés. Ce soir-là, mon père a appelé. Encore. J'ai répondu, juste pour entendre ce qu'il allait dire. Il ne m'a pas demandé comment j'allais, ne s'est pas excusé. Il est allé droit au but, « Qu'est-ce qui se passe, Mike? Pourquoi tu agis comme ça? » J'ai dit, j'ai arrêté de jouer la comédie. C'est ce qui se passe. Il a dit que j'étais dramatique, que si j'avais un problème, j'aurais dû leur en parler au lieu de déclencher une bombe nucléaire. Et c'est là que j'ai vraiment compris, il ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Il croyait sincèrement que j'étais le problème. Que j'étais sensible, que je réagissais de façon excessive, comme si sauter mon anniversaire et m'utiliser comme un portefeuille ambulant n'était que des affaires de famille. Ils n'ont pas compris. Ils n'allaient pas comprendre. Alors j'ai insisté. J'ai fait une liste de tout ce que je couvrais ou auquel je contribuais, compte de livraison de nourriture, crédit de covoiturage, stockage en nuage partagé, abonnement, Amazon ou Zold, tout a disparu. J'ai touché tous les recoins du confort numérique auquel ils s'étaient habitués sans réaliser que cela venait de moi. Puis est venu le pire pour eux. Je les ai supprimés de mon Amazon Prime. Fini la livraison en 2 jours, fini les films gratuits, fini les réductions. On aurait dit que j'avais déclenché l'alarme incendie dans un country club. C'est alors que mon oncle James a appelé. Il est l'un des rares membres de la famille à réellement travailler pour ce qu'il a. Un homme de la vieille école, il n'aime pas les drames. Quand j'ai vu son nom sur l'afficheur, j'ai failli ne pas répondre. Mais je l'ai fait. Il n'a pas crié, ne m'a pas dit d'arranger les choses. Il a juste dit, j'ai entendu parler de la situation. Ta mère dit que tu as perdu la tête. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il est resté silencieux une seconde, puis a dit, je pense que tu as enfin tracé une ligne qu'ils auraient dû voir venir il y a 10 ans. Cela m'a arrêté net. Je lui ai tout raconté, de l'anniversaire au séjour au spa, en passant par la façon dont ils ont essayé de me faire passer pour un faux après avoir signalé leur carte comme frauduleuse. Il ne m'a pas interrompu, il a juste écouté. Puis il a dit, assure-toi juste que tu fais ça pour les réveiller, pas pour les détruire. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je n'étais pas sur moi-même. Je ne voulais pas de vengeance, pas exactement. Je voulais qu'ils comprennent, qu'ils voient ce que l'on ressent lorsqu'on est tenu pour acquis, lorsqu'on est effacé des parties qui comptent et qu'on s'attend à ce que l'on finance le reste. Mais plus j'y allais, plus je réalisais qu'ils n'allaient peut-être jamais comprendre. Peut-être que ce n'était pas pour les réveiller.
Peut-être que c'était pour enfin me réveiller moi-même. La semaine suivante a été calme. Pas paisible, juste calme. La façon dont les choses se passent juste avant qu'une tempête n'éclate. Je me suis dit qu'ils se regroupaient, qu'ils essayaient de trouver une stratégie pour me culpabiliser afin que je revienne en arrière. C'est comme ça que ça fonctionnait toujours avant, un mélange de silence, de fausses inquiétudes et finalement d'excuses à moitié sincères, juste pour s'assurer que l'argent continuait à couler à flot. Mais cette fois, c'était différent. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bronché. Je les ai laissés mariner dans leur jus. Puis on a frappé à ma porte. C'était ma sœur. Je ne l'avais pas vue en personne depuis des mois. Elle était là, en vêtements de sport, sans maquillage, tenant son téléphone mort dans une main et une tasse Starbucks dans l'autre, comme si elle ne pouvait pas décider si elle était là pour se battre ou négocier. Elle a dit, on peut parler? Je n'ai rien dit, j'ai juste ouvert la porte et je suis retourné à l'intérieur. Elle s'est assise, a regardé autour d'elle comme si elle attendait des renforts, puis m'a demandé si j'avais eu mon petit moment et si j'étais prêt à arranger les choses. C'est le mot qu'elle a utilisé, moment. Comme une crise de colère. Je lui ai dit que rien ne serait réparé. Plus maintenant. Elle a roulé des yeux et a dit que maman était malade d'inquiétude, que papa avait dû emprunter le téléphone d'un voisin pour appeler son bureau, qu'ils étaient stressés, confus et ne comprenaient pas pourquoi je mettais le feu à tout pour une seule journée. Je l'ai juste regardé fixement. Une journée. C'est là que j'ai réalisé que le fossé entre la façon dont il voyait les choses et la façon dont je les voyais était plus large que je ne le pensais. Je lui ai demandé si elle croyait vraiment que tout cela était dû à un anniversaire manqué. Elle n'a pas répondu, elle a juste continué à parler de la façon dont j'avais pris tout le monde au dépourvu et les avais coupés. Alors je lui ai énuméré tout, des années à payer leurs factures, à les laisser vivre à mes dépens numériquement, financièrement, émotionnellement, à ne jamais être remercié, à ne jamais être invité à quoi que ce soit qui ne m'impliquait pas à faire quelque chose pour eux. Et le seul jour qui n'était pas pour eux, juste un, ils m'ont délibérément exclu. Pas par accident. Par choix. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle a dit, eh bien, tu n'as jamais rien demandé. Comme si c'était l'excuse. J'ai dit, ouais, c'est ce qui a fait qu'il était plus facile de m'oublier, n'est-ce pas? Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle est partie peu après. Pas de cris, pas de pleurs, juste le silence à nouveau. Mais un silence différent. Plus lourd. 2 jours plus tard, ma mère m'a renvoyé un courriel. Cette fois, ce n'était pas frénétique, c'était étrangement calme. Elle a écrit qu'elle était déçue de la façon dont j'avais choisi de gérer les choses, que j'aurais dû aller les voir comme un adulte, que les couper faisaient de moi un égoïste. Égoïste. Le mot était comme de l'acide dans ma gorge, venant de la femme qui avait utilisé mon argent pour réserver un séjour dans un vignoble tout en faisant semblant que je n'existais pas. J'étais égoïste. Je n'ai pas répondu. Mais ça a empiré. Apparemment, le séjour au spa dont ils avaient parlé? Il avait été payé avec des points d'une des cartes auxquelles je les avais ajoutés il y a des années. Mes points. Mes récompenses. Ils avaient accumulé des milliers de dollars en séjour à l'hôtel et en repas en utilisant mon nom. Je ne l'avais même pas remarqué avant de parcourir l'historique de mon compte. Non seulement ils m'ont ignoré, mais ils ont fêté ça à mes frais. Et puis quelque chose en moi s'est éteint. Toute l'amertume, toute la douleur. Elle a cessé d'être vive. Elle est devenue froide. J'ai cessé d'être en colère. J'ai cessé d'avoir besoin qu'ils comprennent. Je voulais juste de la distance. Je voulais la paix. Et cela signifiait plus d'explications, plus de seconde chance. J'ai appelé la société de crédit et je les ai retirés de tout. Ensuite, j'ai déposé une plainte officielle concernant l'utilisation abusive de ma carte et j'ai fait enquêter sur leurs frais. Le représentant a dit que cela pourrait dégénérer. J'ai dit, laissez faire. Je ne jouais plus à leur jeu. Mais ils n'avaient pas fini d'essayer de gagner. Ils ont commencé à appeler le reste de la famille. Non pas pour expliquer, non pas pour s'excuser, mais pour déformer la situation. En une semaine, j'ai commencé à recevoir des messages étranges de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des choses comme, je ne sais pas ce qui se passe, mais ta mère semble vraiment blessée, et peut-être que tu devrais lui parler avant que ça n'aille trop loin. L'un d'eux a même dit, on fait tous des erreurs, mec. C'est toujours ta mère. Toujours ma mère. Cette phrase m'a fait rire.
Je ne me suis pas donné la peine de discuter avec aucun d'eux. À quoi bon? Ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Ils n'étaient pas là quand je suis resté éveillé pour aider ma mère à demander de l'aide après qu'elle a ruiné son crédit. Ils ne savaient rien des soirs où je sautais le restaurant pour pouvoir payer une facture qu'elle avait oubliée. Ils ont juste vu le drame maintenant et ont supposé que le méchant devait être moi, parce que j'étais celui qui faisait du bruit. Ma mère savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a pleuré auprès des gens qui ne connaissaient pas la vérité et les a laissés faire le sale boulot émotionnel. Un coup classique, me faire passer pour un ingrat afin qu'elle puisse garder son auréole de victime. Mais tout le monde n'a pas gobé ça. Ma tante Lisa, la sœur de mon père, m'a appelé. Je l'ai toujours aimée. Elle est vive, sans filtre. Elle a dit, j'ai entendu une dizaine de versions de cette histoire, et 9 d'entre elles semblent foireuses. Que s'est-il réellement passé? Alors je lui ai dit. Sans fioriture, l'anniversaire, les cartes, le streaming, les années de soutien financier, comment ils m'ont fait sentir comme un plan de secours, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de réfléchir. Elle ne m'a pas interrompu. Quand j'ai fini, elle a juste dit, ouais, ça correspond. Je lui ai demandé si j'allais trop loin. Elle a dit, non, tu es juste le premier à arrêter de faire semblant qu'ils ne sont pas égoïstes. Cela m'a frappé, parce que c'est exactement ce que c'était, faire semblant. Faire semblant que nous étions proches, faire semblant que j'étais important de la même façon que je les rendais importants, faire semblant qu'ils ne me traitaient pas comme une commodité. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, de l'amie de ma mère, une femme que je n'avais pas vue depuis le lycée. Elle a dit que ma mère était vraiment dévastée et ne savait pas comment arranger les choses, qu'elle me manquait, qu'elle avait peur de m'avoir perdu pour toujours. Mais voici ce qui m'a dérangé, ma mère ne m'avait toujours pas appelé elle-même. Pas une seule fois. Elle envoyait des courriels, elle envoyait des gens, elle avait remué la famille, mais elle n'avait jamais décroché le téléphone, ravalé sa fierté et dit « j'ai foiré ». Parce que, pour elle, cela reviendrait à admettre qu'elle avait fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, elle attendait que je répare la situation. Encore une fois. Et j'ai su à ce moment-là que rien n'avait changé. Pas vraiment. Alors j'ai pris une décision. J'ai rédigé un dernier message. Non pas pour commencer une dispute, mais pour y mettre fin. J'ai écrit, je ne vous ai pas coupé pour un anniversaire. Je vous ai coupé parce que vous avez passé des années à me montrer que je n'avais de valeur que lorsque j'étais utile. Vous m'avez laissé en dehors de vos vies, et je vous ai finalement cru. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Je l'ai envoyé à ma mère, mon père et ma sœur. Puis je les ai bloqués. J'ai pensé que ce serait la fin. Mais les gens comme eux n'acceptent pas le silence, pas lorsqu'ils ont perdu le contrôle. Une semaine après les avoir bloqués, tout est devenu silencieux. Pas de SMS, pas de courriel, pas d'appel surprise de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Juste le calme. Et puis Tyler a frappé. Il avait des tacos dans une main et un pack de 6 bières dans l'autre, comme s'il savait que j'aurais besoin d'une raison pour ne pas lui dire de partir. Nous nous sommes assis sur le porche. Il n'a pas parlé au début, il a juste ouvert une bière et m'en a tendu une. Finalement, il a dit, ta mère a appelé tout le monde. Elle dit qu'elle veut arranger les choses au point. Je l'ai regardé et j'ai demandé, arranger quoi? Il a haussé les épaules. Elle n'a rien dit. Juste qu'elle veut parler. Elle dit qu'elle ne voulait pas te blesser, que les choses ont dérapé au point. Je lui ai demandé la même chose que je me demandais à moi-même, a-t-elle jamais admis ce qu'elle a réellement fait? Tyler n'a pas répondu tout de suite, il a juste pris une autre gorgée de sa bière. Puis il a dit, non. Juste que c'est aller trop loin, et qu'elle veut que tu reviennes point. Revienne. Cette phrase m'est restée en tête le reste de la soirée. Ce n'était pas nous voulons arranger les choses. Ce n'était pas nous comprenons enfin comment nous t'avons déçu. C'était le revient, comme si j'étais celui qui s'était éloigné. Comme si je m'étais juste perdu et que j'avais besoin de retourner au bercail. Le bercail où je payais les factures, où je me taisais et où je les laissais faire comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Ils n'essayaient pas d'arranger les choses, ils essayaient de reprendre le contrôle. Je n'ai pas beaucoup parlé à Tyler. Il savait où j'en étais. Il a hoché la tête, comme s'il s'y attendait, et a laissé le reste des tacos. Mais le même soir, j'ai vu quelque chose qui m'a frappé différemment. Ma sœur avait publié une longue histoire sur Instagram. Rien de direct,
juste des citations vagues sur la trahison et les gens qui oublient d'où ils viennent. Elle n'a pas dit mon nom. Elle n'en avait pas besoin. La moitié des commentaires étaient des connaissances communes qui lui demandaient si elle allait bien. L'autre moitié était ses amis qui disaient des choses comme « Tu as tellement fait pour les gens », certains ne l'apprécient tout simplement pas. J'ai ri aux éclats. J'avais financé sa vie numérique pendant 5 ans, et maintenant c'était elle qui se peignait comme la trahie. 2 jours plus tard, j'ai reçu un courriel de ma mère. Objet, arrangeons ça. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Le corps du message était court, je n'ai jamais voulu en arriver là. J'ai fait des erreurs, je le vois maintenant. Mais nous sommes toujours ta famille. Reviens à la maison. Parlons. Arrangeons ça. Nous t'aimons. Nous te pardonnons. Cette dernière ligne, nous te pardonnons. Comme si j'étais celui qui les avait laissés en dehors d'un voyage d'anniversaire. Comme si j'étais celui qui avait vidé leur compte ou les avait enfermés hors de leur propre vie. Comme si on m'avait donné une chance et que je l'avais gâchée. Il n'y avait pas de « je suis désolé », pas de « nous avions tort », juste une suggestion vague et douce que les deux parties avaient foiré de la même manière et que tout ce que j'avais à faire était de revenir et de reprendre là où nous nous étions arrêtés. Ce qu'ils voulaient, c'était que je leur facilite à nouveau la tâche. Alors je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai terminé ce que j'avais commencé. J'ai parcouru tous les comptes auxquels je les avais connectés. Pas seulement ceux que je payais, mais ceux où ils avaient utilisé mon adresse, mon nom, mon courriel, n'importe quoi, d'anciennes demandes de location, une adhésion Costco partagée, un compte de gym que j'avais oublié de les avoir aidés à ouvrir il y a 2 ans. Je me suis retiré de tout cela. J'ai effacé toute trace de moi de leur logistique, chaque lien qui leur facilitait la vie grâce à la mienne. Disparu. Puis est arrivée la lettre. Une vraie lettre physique dans le courrier. Une écriture bâclée, de l'encre bleue, 3 pages complètes. Ma mère. Elle a commencé comme d'habitude, tu nous manques. Nous t'aimons. Tu es notre fils. Puis sont venues les excuses soigneusement formulées, je suis désolé si tu t'es senti exclu. Ce n'était jamais notre intention. Comme si cela n'avait pas été entièrement intentionnel. Comme si je n'avais pas compris. Le paragraphe suivant parlait de la difficulté des choses pour eux ces derniers temps, que papa avait du mal à effectuer les paiements, que le travail de ma sœur était instable, qu'il pourrait avoir besoin d'un peu d'aide jusqu'à ce qu'il soit de nouveau sur la bonne voie. Puis le coup de grâce, nous sommes prêts à te pardonner quand tu seras prêt à revenir. C'est alors que j'ai su qu'il ne changeait pas. Pas maintenant, jamais. Il ne voulait pas faire amende honorable, il voulait récupérer les avantages. Il voulait sauter la partie difficile, éviter de rendre des comptes et revenir à la version de la relation qui les avantageait le plus. J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai jetée à la poubelle. Le lendemain matin, j'ai réservé un voyage hors de l'État. Pas des vacances, quelque chose de plus long. Un nouveau départ. J'avais passé tellement d'années à graviter autour d'eux, en espérant qu'ils me voient comme plus qu'une commodité. Mais j'ai finalement vu la vérité, ils ne changeraient pas, et je n'avais pas besoin qu'ils le fassent. Ils pouvaient tourner ça comme ils voulaient. Ils pouvaient dire que je les avais abandonnés, que j'étais devenu froid, que j'avais réagi de manière excessive. Mais je savais mieux. Et bientôt, ils comprendraient ce que c'est vraiment que de perdre quelqu'un. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je ne m'en souciais plus assez pour l'expliquer à nouveau. Je suis parti sans un mot. Pas de longs adieux, pas de départ dramatique. J'ai juste fait mes valises, éteint mon téléphone et conduit 16 heures d'affilée jusqu'à ce que la ville qui me connaissait et me vidait soit loin derrière dans le rétroviseur. Je n'ai rien dit à Tyler. Je n'ai rien dit à mon travail jusqu'au tout dernier jour. Je suis juste parti. Ce n'était pas un saut sauvage à travers le pays, juste un état différent, mais on se serait cru sur une autre planète. Pour la première fois depuis des années, personne ne savait où j'étais. Personne n'attendait rien de moi. Mon nom n'était pas sur la facture de téléphone de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas la personne à contacter en cas d'urgence, le réparateur, le recours. J'étais juste Mike. J'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise de technologie, loué un logement modeste et vécu simplement. Je cuisinais ma propre nourriture, regardais ce que je voulais, ne payais que pour mes affaires. Le silence de la nuit était étrange au début, comme s'il manquait quelque chose. Mais ensuite, j'ai réalisé ce que c'était, l'attente. Personne ne demandait rien. Pas de messages vagues,
pas de culpabilisation. Je n'étais plus traité comme un guichet automatique avec un cœur. 3 semaines après le déménagement, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Je l'ai laissé sonner, messagerie vocale. Ma sœur. Elle n'avait pas l'air en colère, elle avait l'air fatiguée. Elle a dit, « Je sais que tu ne vas probablement pas écouter ça, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Maman pleure presque tous les jours. Papa vérifie constamment la boîte aux lettres pour une lettre qui n'arrive pas, fais-nous juste savoir que tu es en vie. » Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai supprimé. Il voulait la paix maintenant. Il voulait le pardon. Mais il n'avait toujours pas dit la seule chose que j'avais besoin d'entendre, nous avions tort. Au lieu de cela, tout ce qu'il disait concernait encore eux, leur douleur, leur confusion, leurs regrets. Il n'a jamais été question de ce qu'ils avaient fait. Jamais de la façon dont ils m'avaient effacé, utilisé, jeté, puis s'étaient comportés comme s'ils étaient stupéfaits quand j'avais finalement cessé de leur faciliter la tâche. Ils regrettaient ce que je faisais, pas qui j'étais. Quelques jours plus tard, un courriel est arrivé de mon père. Il ne contenait que 2 lignes, « Je sais que tu as pris ta décision. Je la respecte. Sache juste que j'avais tort. Nous l'avions tous. Tu ne méritais rien de tout cela. » Celui-là, je ne l'ai pas supprimé tout de suite. Je n'ai pas répondu non plus. Je l'ai laissé dans ma boîte de réception, non ouvert après la première lecture, comme une pièce de musée, une relique des excuses que j'ai attendu des années d'entendre. Trop tard pour que ça compte, trop tard pour changer quoi que ce soit. Mais au moins, c'est arrivé. Trop de gens n'obtiennent même pas ça. Après cela, les choses sont vraiment devenues calmes. Les appels ont cessé, les messages ont pris fin. Peut-être qu'ils ont finalement compris. Peut-être ont-ils finalement réalisé que l'amour sans respect, sans présence, sans effort, n'est pas vraiment de l'amour. Tyler a finalement découvert où j'étais allé. Il s'est présenté un week-end, a frappé, et quand j'ai ouvert la porte, il a juste souri et a dit, « Alors c'est là que vit la paix maintenant, hein ?» Je l'ai laissé entrer. Nous avons parlé. Je lui ai dit tout ce à quoi je pensais, comment je n'étais plus en colère, juste que j'en avais fini. Comment je ne les détestais pas, mais que je ne reviendrais pas. Je ne pouvais pas. Il a hoché la tête, puis il a dit quelque chose à laquelle je pense encore parfois, ils continuent de dire qu'ils t'ont perdu, mais ils ne t'ont jamais vraiment eu. Ils avaient juste accès. Cela m'a frappé plus fort que toutes les excuses, parce qu'il avait raison. Ils n'ont pas perdu un fils, un frère ou un neveu. Ils ont perdu une version de moi qui tolérait d'être oubliée, d'être utilisée, d'être rejetée. Et une fois que cette version de moi a disparu, il ne leur restait plus rien à quoi s'accrocher. Maintenant, de temps en temps, je reçois une carte pour les fêtes. Pas d'adresse de retour, juste un simple « Je pense à toi », signé par ma mère ou mon père. Je ne réponds jamais. Mais je ne les jette pas non plus. Je les garde dans un tiroir, non pas parce que je m'accroche, mais parce que j'aime me souvenir du chemin parcouru. Le pardon ne signifie pas toujours revenir en arrière. Parfois, cela signifie simplement aller de l'avant sans traîner le poids derrière soi. Je n'ai pas brûlé le pont, je me suis juste assuré qu'ils savaient que je l'avais traversé. Et je n'ai jamais eu l'intention de revenir.